Je voudrais maintenant donner la parole à nos deux élus, Maître Alexandra Goumont-Némon et Maître Gaël Candela. Vous avez la parole. Merci, monsieur le bâtonnier. Mes chers confrères, cette année, vous risquez d'être déçus. Il ne vous sera pas infligé, comme ces dernières années, ce qui ressemblait plus à un numéro de cirque qu'à un véritable discours de rentrée solennelle. Nous avons décidé, avec monsieur le bâtonnier et monsieur le président de la commission déontologie, d'être fidèles à ce que doit être un discours de rentrée solennelle, un discours classique. Et pour ce faire, nous avons pris modèle sur nos grands devanciers, et tout spécialement sur le plus illustre d'entre eux, celui qui prononça ce discours immarcessible du 11 décembre 1982. Monsieur le bâtonnier, Mesdames, Messieurs les bâtonniers des ordres invités, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil national des barreaux, Mesdames, Messieurs les représentants des barreaux extérieurs et des barreaux étrangers, Mesdames, Messieurs les présidents des juridictions judiciaires et administratives, mes chers confrères, vous tous ici présents, nous voici réunis ici même dans cette salle d'audience impressionnante où nul prévenu n'entre sans trembler pour accueillir, comme il est d'usage, la nouvelle promotion. La promotion 2002. Combien déjà ? 90, 100, 110, 111 nouveaux stagiaires prêts à venir renforcer notre grande fratrie d'avocats. Car, nul doute que vous tous, jeunes confrères de l'an 2, selon l'expression d'un bâtonnier révolutionnaire, avez déjà votre place chez l'un de nos confrères. Les statistiques sont en effet excellentes. Heureux les assoiffés de justice, car ils ne manqueront pas d'avocats. C'est à vous donc, plus particulièrement, mes jeunes confrères, que nous nous adressons ce jour. Vous avez prêté serment ce matin. Vous voici membres officiels de notre grande et sublime famille, l'avocature. Sachez dès à présent apprécier votre nouveau rang, car vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes avocat. Summa ope niti decet, oui, c'est de tout votre être qu'il convient que vous soyez digne de porter notre robe. Cette armure qui vous rend vulnérable, invulnérable, et vous distingue du commun des mortels. Faites-vous respecter. Veillez à ce que nul ne vous appelle plus monsieur, madame, et non, désormais, ce sera maître ou mon très cher confrère. Bienvenue dans notre noble confrérie, car cusque non ascendet juventus, tant de perspectives s'ouvrent à vous, prometteuses d'avenir professionnel et d'espérance personnelle. Comment, chers confrères, n'être pas d'accord avec vous? Il est pourtant une idée sournoise, insidieuse, délétère, qui circule de plus en plus dans nos rangs. Elle se répand doucement, se distille parmi nos troupes et fermente. On la chuchote dans les couloirs du palais. Beaucoup de nos confrères n'ont pas l'air bien. Ils semblent souffrant, mal, déjà ailleurs. C'est une véritable épidémie. Une petite épidémie silencieuse, mais qui prolifère très vite, dramatiquement. Suffit d'approcher son oreille près de la bouche d'un confrère contaminé pour être soi-même atteint. À peine abaisse-t-on sa garde qu'aussitôt on est touché, fatalement. Et cette maladie qui frappe, c'est le « j'ai plus envie ». J'ai plus envie d'être avocat. Non mais, pensez donc, avec ce serment que l'on prête, avec cet engagement que l'on prend, honte à eux. Honte à eux. Vouloir arrêter la profession, cela n'a pas de sens. Et ces confrères, si peu dignes de notre robe, sont pourtant de plus en plus nombreux. Et ces lépreux n'ont aucune honte à venir
ainsi contaminer nos jeunes renforts. Et il fallait aujourd'hui dénoncer ce scandale, et tel Pasteur tenter de vacciner à titre préventif tous nos jeunes et naïfs confrères, pour que le jour où l'un de nos traîtres viendra tenter de le contaminer, il puisse répondre « Vade retro, Satanas, la démission ne passera pas par moi ». Je veux vous rappeler, en cette grande occasion, quelle chance vous avez d'être avocat pour qu'au quotidien, vous vous souveniez de cet immense bonheur et survoliez de haut le pitoyable sanatorium de vos confrères malades. Ceux qui auront refusé de connaître une carrière comme la vôtre. C'est un bonheur d'être avocat, un immense bonheur. Et ce terme n'a qu'une rime, la plus riche de la langue française. Bonheur rime avec honneur. Et lorsque l'on sait chaque jour profiter des plaisirs qu'apporte ce métier, alors, et c'est une redondance que de le dire, mais pour rien au monde, on ne quitterait cette profession. De quoi se plaint-on? L'avocat travaille trop et n'a plus le temps de vivre, de faire des rencontres, des amis, disent les mauvaises langues. L'avocat ne peut plus toujours, selon ces langues afteuses, vivre une relation de couple ou familiale. Mais de tels arguments laissent sans voix. Ceux qui tiennent ce discours ne sont point avocats, ce sont des escrocs, des imposteurs, des individus qui se sont trompés en venant jusqu'à nous. Regardez-moi. Je suis avocat, je travaille 14 heures par jour, souvent le week-end, et alors? Et alors? Alors, celui qui n'a rien compris dira « Pauvre bête de somme, pauvre abruti de travail, pas le temps de vivre, de profiter, etc. etc. » Mais il est fort simple de lui répondre, lorsque l'on rencontre chaque jour des gens formidables, à quoi bon, quel serait l'intérêt d'en retrouver de tellement moins passionnants le soir chez soi ou le week-end d'ailleurs? Cela ne sert à rien. Et il faut reconnaître que notre quotidien est rempli de gens exceptionnels. Les premiers à qui il faut rendre hommage sont nos clients. Et pour fréquenter la clientèle de Pénal, je peux vous dire que nos clients sont exceptionnels. Ils se mettent à nu devant nous, nous offrent de véritables tranches de vie palpitantes. On se livre, on se révèle sans pudeur, avec franchise. Et je ne pense pas qu'au dossier de mœurs en disant cela. Le client vous apporte tout. Et je reste persuadé qu'on ne gagnerait vraiment rien à avoir des amis, ou pire encore, une famille. Les associés qui se séparent, les familles que l'on divorce suffisent amplement à faire vibrer, à faire jouir l'avocat, à le rendre heureux. Mais, assez parlé du client. Il y a mieux encore, mieux, plus magnifique et puissant, le juge. Le juge est celui qui sait. Il rend comme un oracle cette mystérieuse judiciaire qui fait que, en 3 phrases, après 4 ans de procédure, une des parties a raison et l'autre se trompe. Qu'un avocat a gagné et que l'autre est vaincu. Le juge doit être respecté parce qu'il transcende cette partialité qui constitue tout à la fois notre honneur et notre limite. Je me souviens d'ailleurs, ému, de mots qui, s'adressant à un monarque, conviennent donc parfaitement au juge. Qu'est-ce qu'un juge? C'est loin du Seigneur, le bouclier du faible, le fléau du méchant, l'arbitre de l'opinion, la règle vivante des mœurs. C'est un homme dont les devoirs sont aussi étendus que la puissance, qui répond à Dieu d'un peuple entier et participe par ses vertus à tous les honneurs dus au génie. Un homme qui se sanctifie par son propre bonheur lorsqu'il rend ses sujets heureux, dont les actions sont des exemples et les paroles des bienfaits, les regards même des récompenses.
Un homme qui n'est élevé au-dessus des autres que pour découvrir les malheureux de plus loin. C'est enfin une victime honorable de la félicité publique à qui la Providence a donné pour famille une nation, pour témoin l'univers et tous les siècles pour juge. Oui, chacun des magistrats mérite le panégyrique de Saint-Louis rendant justice écologique à Vincennes sous un chêne. Comme vous avez raison, confrère. Et raison plus encore de rappeler qu'au-delà du métier, c'est d'une mission presque sacrée dont sont investis les acteurs de la scène judiciaire. De quoi se plaint-on? Nous sommes les auxiliaires préférés des juges. Nous sommes comblés par nos clients, des gens formidables en effet, qui remplissent notre quotidien, jour, nuit, et grâce au portable, week-end compris. Le plus génial, c'est que nous sommes tous membres d'une même et sublime famille, l'avocature. Nous sommes tous frères, mes confrères. D'ailleurs, il n'y a qu'à nous regarder, réunis ici même, en ce lieu si intime, notre palais, notre maison à tous, le lieu privilégié de nos rencontres. En somme, une petite place villageoise où nous tous, nous ne cessons de nous croiser, nous saluer, d'attendre ensemble, de s'informer, de deviser, de déambuler dans les couloirs, dans les salles d'audience, dans les cabinets de juges, au local des boîtes. C'est une chance, un immense plaisir que d'exercer notre noble profession dans des conditions aussi chaleureuses. Je ne comprends donc pas les mots de nos pauvres confrères en proie à la contagion maligne du doute existentiel. Les pauvres. Souvenez-vous, en effet, de notre histoire, car, désespérés, je pense qu'ils ont dû oublier simplement l'origine même de notre profession. Souvenez-vous, en effet, de notre histoire, car notre modernité réside d'abord dans le respect de traditions. Et pour être moderne, soyons médiévaux. Ne soyons ni Pourtier ni Peuchot, soyons médiévaux. Souvenons-nous, oui, de l'ordonnance royale de Philippe le Hardi. C'était hier, en 1274, acte de naissance officiel de notre profession. Alors, le fameux règlement intérieur harmonisé, le RIH comme ils disent, qu'ajoute-t-il donc aux 12 commandements du serment de 1345? Rien, car l'intégrité, la rigueur et la délicatesse sont de tous les siècles. Écoutez plutôt religieusement ces articles de foi invisiblement au cœur du serment que vous venez de prêter. Depuis 1345, advocatis tius curiae, iurabunt articulos qui sequuntur videlicet. Les avocats de cette cour jureront les subséquents articles. Articulum primum, quod diligenter et fidelenter, istud officium exercebunt, qu'avec diligence et fidélité, de leur emploi, ils s'acquitteront. Articulum secundum, qui ne se chargeront point de défendre les causes qu'ils sauraient être mauvaises. Articulum sextum, qu'ils ne feront pas avec connoissance des articles impertinents. Articles 8 et 9, qu'ils expédieront les causes qu'ils auront entreprises le plus promptement qu'il leur sera possible et qu'ils n'y chercheront malicieusement ni subterfuge ni délai. Et c'est bien pourquoi nul aujourd'hui ne sollicitait des renvois alors qu'il est en vacances ou tout simplement en retard dans ses conclusions. Non, bien sûr, et comme l'a constaté avec satisfaction Maître Genin dans son dernier télébâton, la confraternité. Article 10. Que quelque grande que soit la cause, ils ne recevront pas plus de 30 livres tournois, ni ne prendront rien au-delà, en autre nature, pour cacher l'excès du salaire. Minus tamen recipere possunt, cependant, ils peuvent recevoir moins. La règle reste immuable malgré les siècles. Recevoir moins, toujours moins, de moins en moins. Voilà une règle qu'on respecte tous, même chez les Picsou et associés de certains de nos cabinets. On la respecte, cette règle. Remercions donc respectueusement ces harpagons d'avoir inventé à notre usage la RMI. Oui, la rétrocession minimum imposée. Une victoire pour tous. Qu'ajouter à cela? Et combien sont méritées les marques de gratitude envers les associés philanthropes, eux qui sacrifient tout leur temps, leur technique et leur éthique à leurs collaborateurs.
Car chacune et chacun d'entre vous a été cet enfant perdu qu'adopte une famille. Moi-même, pauvre Cosette, qui n'était qu'une orpheline du droit public, j'ai d'abord été accueillie dans une famille sérieuse entre toutes, sage parmi les sages, le tribunal administratif. J'ai été chouchoutée par ces magistrats qui m'ont guidée sur les terrains sinueux et combien difficilement praticables du droit public. Ad Augusta per Angusta. Ce n'est qu'après un sevrage de 6 mois que j'ai pu être adoptée par la famille du droit de la construction. Ah, une maison qui ne comptait quasiment que des garçons, enfin une fille. C'est vous dire comme j'ai été accueillie, choyée par ses confrères chevronnés. Ils m'ont appris la technique, la vraie, les règles de l'art, les DTU, les PO, les DQE. Je n'ai de cesse, et chaque jour encore, de me familiariser avec ces termes, lesquels, il faut le dire, enrichissent mon quotidien. Quel délice de pouvoir comprendre le fonctionnement des trusquins, des relatoscopes, le phénomène de tixotropie ou de champlure, ou mieux encore, comprendre le véritable sens de la peau de crapaud ou de la peau d'orange. Toute une initiation. Cette famille, ma famille, m'a également appris le sens de la convivialité. Oui, on se retrouve tous les mardis après-midi dans une petite salle juste au-dessus, la salle H, les référés construction. Ah, les référés construction. Une petite salle où l'ambiance est assurément garantie. Chacun de nos confrères aime à s'y retrouver. On s'installe pour discuter, attendre, discuter, attendre, discuter, attendre. Et quand enfin le bon numéro sort, la E25 ou la R32, on se précipite à la barre pour plaider avec hargne les protestations et réserves d'usage dans l'intérêt du client qui, de toutes les façons, n'échappera pas à la sentence de mesdames les juges, expertise pour tous. La pêche aux experts peut alors commencer. Et là, il n'y a que l'embarras du choix. Jeunes crevettes, coques et palourdes, frais avec aransor, bar et turbo. Sans oublier une espèce qui se fait rare, les irréductibles poissons-scies et les requins marteaux de la construction, imprenables. Et là, c'est parti pour de nouvelles aventures. On se balade en Rhône-Alpes, voire même plus loin. On visite le toit en tôle ondulé du gymnase municipal, rongé par des problèmes d'étanchéité. La chaudière de Monsieur Landru qui ne diffuse pas assez de chaleur, mon Dieu. Le carrelage de Madame Dumagnac qui se fissure à vue d'œil. Chaque expertise est une véritable épopée, menée tambour battant par des experts ès-qualité, ceux à qui on demande l'impossible. Quelle est l'origine exacte du désordre et comment y remédier à moindre frais? Ah, les experts, de véritables pères, grands-pères, que dis-je, arrière-grands-pères. Jacques Brel les a si tendrement décrits. Les experts ne parlent plus, ou alors seulement parfois, du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit allant à petits pas, du compte-rendu au dire, puis du dire au rapport, du rapport au mémoire et du mémoire à l'amnésie. Et leur tête chenue d'Odeline, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend pour l'enterrement d'une procédure encore plus vieille qu'eux. Ah, quelle famille! Oui, quelle famille! Moi, j'ai été accueilli à bras ouverts par celle des pénalistes. L'univers pénaliste est un petit commerce dans ce petit village qu'est notre grand barreau. Et quel commerce! Gros, mi-gros, détail. Ce pourrait être un salon de coiffure pour les belles crinières brochées qu'arborent nos plaideurs. À moins que ce ne soit une boutique d'antiquité pour le renouveau permanent de cette spécialité. Enfin, et surtout, le pénal, c'est une boucherie pour les marchandises que l'on y sert et les méthodes qu'on y emploie. Une boucherie, mais pas n'importe laquelle. Le pénal, c'est avant tout la boucherie familiale. On travaille en famille, dans la bonne odeur de gras double, de tripes, d'andouillettes et de sciures. On se tient chaud. On se tient si chaud que certains ont même parfois évoqué des problèmes de consanguinité.
Je n'ai, pour ma part, jamais constaté le moindre trouble du comportement chez les avocats et chez les pénalistes en particulier, tous parfaitement équilibrés. Plutôt que de les dénigrer, chaque barreau devrait rendre hommage à ces pénalistes qui sont un peu la vitrine légale d'un barreau. D'un œil extérieur, le justiciable qui découvre le safari judiciaire ne verra souvent d'ailleurs que le pénaliste. Le pénaliste est par nature discret. On ne l'entend pas arriver. Sa présence se fait sentir par de violentes effluves d'eau de Cologne. Alors on se retourne et l'on voit cette crinière jaunie s'agiter mollement au gré de ses pas lourds et nonchalants. Le pénaliste a l'œil brillant et affiche une moue figée qui ne laisse rien paraître. D'un tempérament solitaire, le pénaliste ne communique que très peu. On l'observe facilement lorsqu'il déambule, nerveux, à la fois lourd et félin, aux abords de la cour d'assises. À l'audience, il se répand sur le banc de la défense où il se tient parfois à l'affût, l'œil mi-clos, griffes rentrées. D'une allure misérable, il étale ses vêtements usés d'un autre âge et il renifle ses papiers jaunis décorés à la plume. On peut aussi contempler de loin le pénaliste dans la salle des pas perdus. C'est à cet instant que le groupe se reforme. Et si l'on est chanceux, on a même parfois l'occasion d'y admirer une femelle, ce qui est rare. On la reconnaît à sa crinière rousse ou plus foncée que le mâle. C'est un spectacle attendrissant qu'une meute de pénalistes, réunis en chasse et en chaleur, hurlant bruyamment dans des rugissements heureux et croisés. Vus de loin, tous allongés sur leurs flancs douillés, les babines pendantes et le regard taquin, on pourrait presque un instant penser qu'il est possible d'en adopter un et lui dire « Tel Hernani, vous êtes mon lion, superbe et généreux. Ah, quel bonheur d'avoir une famille !» Mes chers confrères,